Salut les runners, c'est Nico et Tristan. Bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Campus Talk numéro 36, bienvenue tout le monde. On commence à avoir l'habitude, je suis Tristan, le coach de votre plateforme favorite d'entraînement en course à pied Campus. Et je suis accompagné du coureur le plus affûté. Et je vous le dis, il est affûté en ce moment. Je vois des petites séances passer, c'est pas mal. Plus affûté de son pâté de maison. Nico, running addict, comment tu vas ? C'est bien, tu as redescendu un petit peu la sauce, plus affûté. Le pâté de maison, il y a des gens qui courent vite quand même dans le coin. Donc même ça, c'est pas gagné que ça soit le plus affûté du pâté de maison. Mais ça se construit. Là, il y a encore un petit peu de temps pour être en forme. Donc on n'est pas pressé. Donne-moi leur nom, leur prénom, Nico. On va les trouver. On va s'en occuper, t'inquiète. Alors, le sujet du jour, sans plus tarder, le temps de faire les petites introductions et de laisser les gens arriver. Aujourd'hui, épisode un petit peu technique sûrement. On va rentrer un peu plus dans les détails. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était sur les séances VMA. Où on avait essayé un petit peu de disséquer ce genre de séances. Et ça doit remonter à une bonne quinzaine, une bonne vingtaine d'épisodes. Mais ce soir, on va pas parler VMA, on va parler de tout sur les séances de vitesse qui sont appelées endurance de force, endurance de force sur le campus. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y en a sur le campus ? Est-ce que c'est utile pour les coureurs de fond ? C'est un peu tout ce qu'on va voir. Gros épisode aujourd'hui. Attendu, tu penses ? Je pense qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est attendu en genre sujet waouh, mais tous ceux qui sont sur le campus ont envie d'en savoir un petit peu plus parce que c'est une des spécificités qu'on a. Tout le monde ne met pas de la vitesse dans ses plans et on va pouvoir creuser un peu, aller dans le détail de tout ça ce soir et je pense que ça va être utile en tout cas. Ouais, je pense aussi. L'un des enjeux en particulier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont... Là, on est fin septembre, les gens ont eu le temps de rentrer, les gens ont eu le temps de retrouver leurs petites habitudes et sûrement beaucoup de gens ont commencé à lancer un petit plan, sûrement pour peut-être la fin d'année. Parce qu'il y a un bon petit 12 semaines d'ici quelques courses en décembre. Je pense à la corrida de Houille ou bien d'autres qui ont lieu juste avant vraiment le gros passage de l'hiver. Sur la version du campus, il y a quand même pas mal de vitesse. 12 semaines, peut-être pas, tu me diras. Peut-être sur les plans de 10 km. Il y en a peut-être. Je sais que sur le marathon, il n'y en aura pas. Mais enfin voilà, en tout cas, sur ces débuts de plan-là, en général, loin des compétitions, c'est là où on va retrouver pas mal de séances de vitesse. Donc, ça semblait assez logique d'en parler. Et puis pour ceux qui commencent leur plan 6 mois pour d'ici 1 ou 2 mois pour le marathon de Paris ou plein d'autres échéances au début du printemps, au moins comme ça ils auront toutes les informations dès maintenant. Est-ce que ça te semble bien ? Ça me semble pas mal, hein. Parfait. Je pense que c'est intéressant de rappeler un contexte que tu as déjà mentionné juste avant. Les séances de vitesse, je pense que ça va intéresser même plus de gens que ça parce que personne n'en fait. Très simplement. Parle-moi un petit peu de ton expérience en club d'athlétisme, toi qui as connu un petit peu justement tout le fonctionnement des clubs en général tu n'as pas que pratiqué tout seul. Est-ce que ça te parlait toi avant ce genre de séance-là ? Énormément. On pourrait dire que c'est parce que j'ai fait du 800 mètres, du 1500 mètres, qui sont des épreuves courtes, où en fait la vitesse semble plus logique à aller travailler. Mais en réalité, dans le club où j'étais, et j'ai l'impression que c'était le cas dans d'autres aussi, que ce n'était pas uniquement là où j'étais, en fait, le début de saison, donc début de saison pile là où on est, c'est lié aux saisons scolaire presque on pourrait dire, comme le club campus qui vient d'être lancé. Tu fais très bien de le mentionner. Cette période-là, c'est trop tard pour s'inscrire. Oui. Le marketing horrible. C'est ça. On arrive un peu trop tard, mais on est quand même. On va en profiter pour dire qu'on est 700 sur le club pour cette année. C'est très très cool. On est hyper content. Et pour les autres, j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine. En effet, c'est pas le meilleur message, mais bon. Sorry guys. Je pense qu'on en a assez parlé, donc c'était assez visible. Désolé pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Bref, en club d'athlétisme physique, en tout cas dans celui où j'étais, à cette période-là de l'année, on reprend avec un cycle de vitesse pour tout le monde en fait. Que ça soit coureur de 10 km, de 5 km, de 800 mètres ou de 200 mètres. Tout le monde fait un peu de vitesse.
Et moi, j'ai même été confronté à aller faire des séances de vitesse avec les sprinters. Voilà, c'est drôle, en plus, c'est en début de saison, on se fait totalement éclater par les sprinters où eux, c'est leur discipline, mais c'est bon enfant. Et au moins, quand tu travailles avec des gens comme ça te force à aller chercher ton maximum parce que même quand tu fais ça, tu es loin, donc c'est le minimum que tu peux faire. Ah, c'est marrant, tu vois, j'aurais pas pensé que c'était une pratique qui aurait été aussi développée dans le milieu fédéral, on aurait dire. Et est-ce que tu te souviens un peu à l'époque des explications qu'on pouvait donner, ou tout du moins de la compréhension que tu pouvais en avoir? Bah, nous, ce qu'on nous disait, c'était que la vitesse était le tronc central en fait qui allait nous permettre de développer le reste. Donc, il fallait en avoir et que autant le faire hors saison parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas le truc qu'on va aller travailler à l'approche des compétitions en mode bon allez, on va sur un petit cycle de vitesse là, ça va m'affûter pour mon 10 km. Donc on faisait ça le plus loin possible et en même temps en reprise. Donc ça évite aussi de partir tambour battant sur des séances peut-être un peu au carton qui font qu'on se blesse assez rapidement. L'avantage de la vitesse, c'est que la récup est longue, on est obligé et on est vite fatigué. Donc d'une certaine manière, on parlera de blessure aujourd'hui, mais ça, pour des gens entraînés, habitués à s'entraîner, ça peut être une manière de limiter un peu l'impact d'une séance. Parfait. De toute façon, c'est très intéressant parce que tu vas voir, on va reparler un peu de tout ça. Et il y a pas mal d'éléments que tu as donnés qui sont de bons arguments pour leur pratique. Et c'est intéressant de voir que c'est quand même quelque chose qui est assez développé chez les coureurs français. Comme ça va être un peu scientifique, un peu théorique, on va dire tout à l'heure, j'aimerais commencer par une question assez simple auquel on n'aurait pas assez répondu, à laquelle on n'a pas répondu pour l'instant. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'on appelle séance de vitesse, de force, d'endurance, de force? De manière très générale pour commencer. Sur le campus, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est parler des termes que nous, on utilise. Comme une bonne disserte, on commence par définir les termes. Exactement. Les séances qu'on appelle force, vous verrez aussi le nom de sprint, hein, pas de surprise. C'est des séances où on va faire des 10 secondes à bloc. Donc là, 10 secondes de toute manière, si vous ne le faites pas à bloc, vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas grand-chose. Là, le but, c'est de le faire à fond avec des récup qui sont très longues parce que vous allez le voir, même si ça paraît très très court, si on le fait vraiment à fond, eh bien, on est content d'avoir la récup. Et ensuite, on va avoir les séances d'endurance de force qui là sont un petit peu plus longues et qui vont être des 20, 30 secondes, parfois 40 secondes sur certains intervalles quand on est gourmand. Mais c'est là aussi en fait une allure qui est souvent incomprise. Je sais qu'on a souvent la question sur le support, ou moi je l'ai eu souvent en message privé. C'est quoi l'endurance de force? Est-ce que ça se court à VMA? Ah là 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 là. Non, l'endurance de force, c'est beaucoup plus violent que la VMA. En fait, c'est toujours à fond d'une certaine manière. C'est un peu moins à fond que le sprint sur 10 secondes, mais c'est quand même quelque chose où on va finir à chaque intervalle cramé, ou en tout cas dans le dur. Et là aussi, on va avoir nos petits 2 minutes 30, 3 minutes pour récupérer, qui ne sont pas de trop, je peux vous le dire. Ouais, ça, je pense que c'est l'un des critères de réalisation. Et peut-être, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ces séances-là et en autodidacte, j'ai envie de dire, ceux qui n'auraient pas eu la chance de s'entraîner dans des clubs ou qui sont arrivés un peu tout seuls dans la course à pied, l'un des critères de réalisation, si après les 30 secondes, vous n'avez pas envie de prendre 3 minutes de récupération, c'est que vous n'avez sûrement pas couru assez vite. C'est vraiment à différencier des lignes droites qui, elles, pour le coup, sont pas du tout dans la même optique. Les lignes droites, c'est plus pour aller dérouler un peu, faire un petit rappel de quelque chose de rapide dans un footing où l'allure est lente. Mais il n'y a pas d'objectif de fatigue quand on fait des lignes droites. C'est juste dérouler un petit peu articulairement, avoir une amplitude complète. Alors que là, sur de la vitesse, on donne tout ce qu'on a et on va chercher le 100% de chaque fibre musculaire de notre corps. Donc là, tu as parlé des séances de force, des séances d'endurance de force, comme tu l'as dit, entre 10 secondes et 45 minutes, allez, peut-être une minute, mais une minute, ça commence à être un petit peu longuet. C'est vrai que dans la nomenclature, on appelle ça force, endurance de force. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça? C'est vrai qu'on pourrait remettre en question. Parce que force, vitesse,
Comment est-ce qu'on choisit? Moi, je pense que quand on en a parlé à l'époque, 2019, ça va bientôt faire, ça fait plus de 4 ans maintenant. C'est vrai qu'on avait beaucoup à l'idée de faire ces séances-là en côte. Et si on prend un spectre où la puissance, c'est la vitesse multipliée par la force, on va justement mettre un petit peu plus l'accent sur l'aspect contractile, donc sur l'aspect force de l'équation, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on appelait séance de force, séance d'endurance de force. Mais vous pouvez retrouver d'autres noms parce que suffit de faire cette séance à plat, où en fait, on va beaucoup jouer plus sur l'aspect élastique et sur justement cette fréquence-là, donc un peu plus sur l'aspect vitesse. C'est un spectre, pour le coup. Là, dans les articles campus, on explique l'intérêt de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, on va on va pas regarder l'intérêt de la côte en tant que tel. D'ailleurs, très bon épisode que j'ai fait avec Dans la tête d'un coureur sur l'entraînement en côte, si ça vous intéresse. Mais vraiment sur l'intérêt, de manière générale, de ce genre de séance-là. Côte, pas côte, c'est pas le fond du problème. On va regarder ça avec une vision un tout petit peu plus large. Je vois des petits messages en mode avouez que ces genres de séances, c'est juste pour nous faire regretter d'avoir chômé pendant les vacances. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un petit peu de ça. Je vais commencer par les avantages. On va faire de toute façon un peu disserte de philo, avantages, inconvénients, conclusions. On va faire ça un tout petit peu comme ça. L'aspect avantage, ça va sûrement être la partie un tout petit peu plus longue. Je ne sais pas si ce live va faire 1 heure parce que le but, c'est pas non plus de rentrer dans des considérations ultra techniques et de perdre les gens. Donc ça durera le temps que ça durera. Je préfère que ça soit un peu plus court, que ça soit très digeste et que à la limite, les gens posent les questions à la fin du live. Ça sera beaucoup plus simple. Ouais, on commence drôle. sur les avantages. Pour une fois qu'on avait un sujet plus court, c'est là où on est rentré pile dedans direct et à 21h13, on est déjà au taquet. En tout cas, petite précision, tu demandais au début si ça allait intéresser les gens parce que c'était technique. On est plus de 300 déjà, donc tu as la preuve. Les séances de vitesse intéressent les coureurs et je te laisse passer aux avantages des séances de vitesse du coup. Bah ouais, et puis là je vois un petit message de Manu qui dit je dois annuler mes séances de force parce que je me blesse à chaque fois, du coup je les remplace par des séances autour du seuil. Et ça c'est un cas extrêmement intéressant duquel on va traiter juste après parce que tu n'es très sûrement pas le seul et c'est justement l'un des points clés de ce genre de séance. Alors on va commencer par les avantages. Pour faire simple, quand on parle d'entraînement en endurance, les gens parlent souvent de filières énergétiques. Tu as fait une vidéo sur les filières énergétiques, j'en ai fait une aussi. C'est vrai que c'est un cas qui est souvent mal compris des gens et les gens pensent que quand on fait du court, on n'entraîne que des filières qui sont faites pour le court, anaérobie lactique, ce genre de choses. Et quand tu fais du long, tu entraînes l'aérobie et que les deux n'échangent rien entre eux et on parle de filière, quoi, donc ça serait vraiment siloté. La réalité du monde de l'entraînement, c'est que c'est pas le cas. Et si tu vois, en club d'athlétisme, c'est très marrant qu'ils le fassent. Moi, je pensais beaucoup plus, par exemple, au milieu du cyclisme, qui, eux, pour le coup, en début de saison, etc., utilisent beaucoup de séances de vitesse sur leur sortie pour justement beaucoup d'intérêts physiologiques qui vont se répercuter sur des efforts qui, eux, vont donc être bien encore plus longs que ce dont on a l'habitude en course à pied, des efforts de 2, 3, 4, 6 heures. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez... Alors, je précise, je ne vais pas citer d'articles, vous pouvez les retrouver. Là, c'est soit vous me faites confiance et vous cherchez pas derrière, soit justement mes propos éveillent un petit peu votre curiosité et à ce moment-là, vous allez mener vos petites recherches, ce qui peut être intéressant aussi. Mais en gros... vous verrez pas mal d'études qui montrent que sur des sprints, l'amélioration de, par exemple, votre consommation maximale d'oxygène, parfois sur des études, va être aussi importante que sur des entraînements à VO2 max, sur des entraînements à VMA. Ça pourrait paraître assez bizarre parce qu'en réalité, on passe beaucoup moins de temps à fréquence cardiaque maximale ou proche de la fréquence cardiaque maximale. On est souvent aux alentours de 95%, on va dire. Et pourtant, ça marche assez bien en réalité. Donc, c'est assez contre-intuitif et ça montre bien justement cet enjeu de se dire on peut faire des sprints longs et pourtant avoir un intérêt sur des allures inférieures. Ça, c'est la première chose. Ouais, J'allais te dire, pour le coup, sur les séances d'endurance de force, je peux te dire que ma VO2 reste très très haute pendant la majeure partie de la récup. Tu pourras peut-être nous dire pourquoi, mais tu sens que ça respire fort pendant beaucoup plus longtemps qu'une récup de VMA, justement.
Ouais, bah, pourquoi ça serait peut-être un peu plus compliqué parce qu'on parle souvent de dette d'oxygène, etc. Et c'est pas tout à fait la réalité de comment ça fonctionne. Et la réalité de comment ça fonctionne, ça serait très compliqué. Mais tout ça pour dire que on pourrait prendre en compte aussi la limite de la science. C'est pas parce qu'on trouve dans un papier que la VO2 max augmente autant, etc. Euh, que c'est tout le temps le cas et qu'il faut arrêter de faire de la VEMA et qu'il faut faire des sprints. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, c'est utilisé dans beaucoup de sports, justement en début de saison, pour maintenir les niveaux de VO2 max et donc indirectement de VMA puisque les deux sont assez corrélés. Et c'est un bon moyen de le rappeler pour apporter un petit peu de variété. Je rajoute aussi un point important parce que on parle de moins en moins de filières énergétiques, j'ai l'impression, pour laisser place de plus en plus à ce qu'on appelle les domaines d'intensité. Je ne sais pas si les gens qui sont avec nous en entendent parler, mais ceux qui sont un petit peu geeks, un petit peu nerds, qui cherchent un peu sur Internet, vont souvent entendre parler de ça avec le domaine d'intensité modéré, heavy, je ne sais pas comment on le traduit, et sévère. Lourd, j'ai pas la traduction en française, mais il y a un domaine d'intensité qui justement est très souvent oublié et qui est le domaine d'intensité extrême et qui est en fait justement ce genre d'allure. C'est une allure à laquelle l'échec à l'exercice arrive avant la consommation maximale d'oxygène. C'est-à-dire que on arrive à l'échec avant d'avoir pu atteindre sa consommation maximale. Et ce domaine d'intensité extrême a énormément de bénéfices qui restent aussi un peu à découvrir parce que la recherche à ce sujet-là, il y a quand même quelques papiers, mais c'est vrai qu'on s'y intéresse beaucoup moins que les autres domaines d'intensité. Et en réalité, au niveau des mitochondries, au niveau de la cellule, il y a énormément de bénéfices. Et donc, tout ça pour dire, ce premier point, d'un point de vue physiologique et d'un point de vue énergétique, ce n'est pas parce que le sprint est extrêmement éloigné de, imaginons que vous allez faire un marathon, qu'il n'y aura aucun transfert au niveau physiologique et énergétique. Bien au contraire. Évidemment, pour préparer un marathon, on ne va pas préparer avec des sprints jusqu'au bout. C'est pas, c'est pas ce que je vous conseillerais. D'ailleurs, c'est pas ce que je vous fais faire sur campus. Mais en tout cas, éloigné des compétitions, ça peut avoir tout un intérêt de cet avis-là. Est-ce que ça avait l'air assez clair, Nico? J'ai gardé ça assez facile d'accès? Je pense que oui. De toute manière, on vous laisse poser des questions si vous avez besoin de précision sur un sujet tout au long du live. Hein, comme d'habitude, si Tristan parle, je les regarde. Et l'inverse marche aussi. Ouais, à la limite, c'est vrai qu'on s'était donné un petit peu ces rôles au début du live, comme ce Campus Talk va être assez technique. J'assume ma casquette de coach, j'assume de prendre un peu le lead sur chaque point. Et s'il y a des questions, si tu vois des trucs dans le chat, à la limite, comme ça permettrait de complémenter et d'apporter des petits compléments d'information ou répondre à des questions. Yes. À moins que tu veuilles prendre un point et le développer. Je te les laisse avec plaisir. Comme je disais justement à Tristan, on vous partage tout, mais à force, je passe de moins en moins de temps à m'intéresser à ces sujets parce que j'en ai d'autres avec Campus. Et du coup, j'ai peur de dire des énormités parce que à force de ne plus être totalement dedans, des fois, on oublie certains aspects et on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que je suis bien content que ce soit Tristan qui lead tout ça. Et moi, je vous amène un peu de mon expérience et j'essaye d'amener la vôtre par les questions que vous pouvez poser. D'ailleurs, on en a une au passage. Est-ce que les sprints, question que je peux me poser aussi, est-ce que tu les fais en départ lancé ou en départ arrêté? En général, le départ arrêté, c'est juste que tu vas avoir une notion de gain de vitesse qui va être intéressant d'un point de vue physiologique. Moi, personnellement, je les ferais arrêter. La seule différence, c'est que les départs arrêtés t'augmentent un petit peu ton risque de blessure vis-à-vis d'un départ lancé. Donc, tu peux jouer un petit peu là-dessus. Si jamais tu es à risque, tu pars un petit peu lancé, ce qui permet de modérer un petit peu les risques. Après, voilà. En fait, tu as vraiment cette phase d'accélération qui est très bénéfique d'un point de vue musculaire, puisque tu es vraiment sur de la production de mouvement, d'accélération, et ce qui a énormément de bénéfices, mais qui a un coût aussi, et qui a un coût dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui est le risque de blessure. Donc voilà ce que je pourrais te répondre au plus simple. Moi personnellement, quand j'ai les capacités de le faire arrêter, je fais arrêter à chaque fois, pour justement profiter de cette petite variation qui en plus, auquel on n'a pas forcément accès sur d'autres séances.
Ça me fait penser à un autre sujet qui n'a rien à voir, mais tu vois, typiquement, les gens qui vont préparer, je pense aux gendarmes, je pense aux pompiers qui vont faire des lucs légers en préparation de concours. Bah, tu vois, cet aspect réaccélération, parce que le luc léger, c'est un test sur 20 mètres où c'est des allers-retours. Et donc, en fait, il y a des accélérations et reproduction d'accélération dans l'autre sens qui demandent justement une force musculaire et qui est très différent d'un va-mais-val où juste on est sur une piste et on tourne en rond. Bref, petit. Bah tiens, d'ailleurs, non, parce que c'est l'un des avantages que j'avais dit. Justement, ce travail de vitesse, ce travail de force, d'endurance, de force, ça a beaucoup d'intérêt aussi au niveau des relances en course. Alors, ça va dépendre quel type de course vous faites, mais si c'est. Alors, en cycliste, ça s'entend beaucoup parce que sur les critériums, il va justement y avoir énormément de relances, énormément de haute intensité, avec beaucoup de virages, etc. En course à pied, c'est un peu moins le cas, un peu plus en cross, où il y a quand même beaucoup de relances à faire, et où là, bah, l'utilité est toute trouvée. Mais voilà, ça, c'est un aspect extrêmement spécifique qui va pouvoir apporter son intérêt en course à pied. En steeple aussi, c'est pas forcément les coureurs qui nous intéressent, mais ça vaut le coup d'être noté. Bah, moi, je prends un exemple. Là, pour avoir fait le semi de Montréal dimanche, il y a 2-3 petits endroits où tu vois bien que pour faire 21.1, ils ont fait des petits bouts de trucs bizarres sur le parcours et ça nécessitait des relances. Et pour le coup, tu sens en fait que si tu es à l'aise musculairement, tu prends vite 3-4 mètres sur les gens autour de toi sans t'en rendre compte et sans dépenser d'énergie parce que ton corps sait le faire en fait. Et je pense qu'à l'inverse, celui qui était derrière, s'il est mono-vitesse, ça va quand même lui coûter de faire une relance, même si au final, il relance pas si vite que ça. Donc, bref, ça arrive aussi sur des parcours de route. Évidemment, on en veut le moins possible sur nos parcours, hein, mais je pense aux triathlètes, là, typiquement, quand on voit les courses souvent qui sont sur des boucles où tu as un plot et tu tournes autour du plot et tu mets une relance. Bon, bah là, à chaque fois, j'ai mal pour. Quand tu fais ça en arrivant à 20 km/h après ton vélo, t'imagines juste leurs muscles crier au passage. Ouais, bah justement, c'est la spécificité de certains formats qui vaut le coup, d'être travaillé. Et en fait, c'est marrant parce que d'un point qui est non spécifique, tant à l'intensité que à la durée de l'effort de course, en fait, tu vas retrouver une spécificité. Donc, tu as tout intérêt à le faire. Yann, du coup, pour l'aspect métabolique, physiologique, je vais pas plus détailler que ce que je viens de dire là, parce qu'il y a d'autres avantages dont on va parler. Si tu veux mener des recherches, je répète juste, intéresse-toi sur les maintiens de niveau de VO2 max et sur les adaptations au niveau du domaine extrême. Ces deux mots-clés, et tu vas voir, il y aura tout un petit monde assez intéressant que tu vas pouvoir découvrir à ce niveau-là. Et justement, bah, toi, tu disais, quand je disais toi, je parle de Yann, il me semble. Il dit j'ai toujours vu l'objectif de ces séances de sprint et de force comme purement axé sur l'aspect composante mécanique. Et bah, c'est en réalité l'un aussi des avantages principaux. Ça va être tout ce qui va être adaptation mécanique à l'effort au niveau musculaire, au niveau tendineux et au niveau osseux. De par la vitesse, de par la contrainte mécanique qui va être appliquée, bah forcément, plus on va vite, plus la contrainte mécanique va être élevée. Bah, on va chercher des adaptations au niveau tissulaire, au niveau raideur, qui vont être beaucoup moins développées sur d'autres vitesses. On pourrait faire un parallèle avec la préparation physique, où justement on va chercher des grosses charges, on va chercher de grosses contraintes mécaniques par la charge additionnelle. La différence entre les deux, ça va être la vitesse d'application. En mécanique, il y a justement l'intensité de la charge, mais il y a aussi la vitesse d'application qui va avoir des bénéfices différents et qui va remodeler les tissus de manière un tout petit peu différente. Et justement, pour avoir cette complémentarité, c'est vachement intéressant. Vraiment au niveau mécanique. Quand on parle de raideur, on parle de renvoi élastique. Souvent, c'est l'exemple que je prends. Quand on court, à plat en tout cas, 50% de l'énergie qu'on produit, qu'on produit entre guillemets, est une énergie restituée de manière élastique, entre 50 et 60%. C'est-à-dire que plus nos capacités élastiques sont élevées, plus on est capable de emmagasiner de l'énergie au niveau de nos tissus et de la restituer, moins on est obligé de compenser le reste d'un point de vue musculaire, et donc plus on est économe. Et le rôle des séances de vitesse, de force, d'endurance, de force, ça va aussi beaucoup jouer là-dessus, et c'est, t'as raison Yann, pour moi, l'un des critères majoritaires qu'on va aller chercher avec ce genre de séance.
J'aime bien dire que c'est de l'énergie gratuite en fait qu'on va aller chercher parce que on sait ce que ça coûte sur les séances autres d'aller grappiller une petite seconde, les petits trucs. Bah, si on peut gratuitement aller récupérer l'énergie qu'on met dans le sol, même si c'est un tout petit peu, bah, c'est tout ce qu'on aura. Ça double ce qu'on est capable d'aller gagner derrière si on progresse. Donc, il faut le prendre. Bah, gratuite en échange de séances dures, de séances difficiles. Gratuite sur le moment. C'est ça. Gratuite le jour J. Quand on parle de contraintes mécaniques, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'élasticité, c'est le premier truc qu'on met en avant quand on parle d'économie de course, etc. D'ailleurs, économie de course, on va y revenir juste après. Mais moi, il y a un point qui est très souvent oublié quand on parle de sprint et d'endurance de force et qui est pourtant indispensable d'un point de vue sanitaire. Là, on quitte vraiment le monde de l'entraînement, c'est le gain de masse musculaire. Si on regarde justement le gain de masse musculaire lié à de la très très haute vitesse, ça n'a rien à voir avec le sport d'endurance. Et le sport d'endurance, justement, les gens, en plus, en général, ils ont tendance à pas vouloir aller à la salle de sport. Et on sait que l'OMS n'arrête pas de le répéter, sport d'endurance et sport de force, c'est deux choses complètement complémentaires et qui est nécessaire pour la santé sur le long terme. Souvent, c'est ce que je dis, quand on est âgé, il vaut mieux être fort qu'endurant. Enfin, le mieux, c'est d'être les deux, évidemment. Mais si je devais choisir, je préfère mettre 30 minutes à monter un escalier. Ah non, justement, je préfère ne pas tomber dans ma salle de bain parce que justement, j'ai la force de me rattraper, j'ai la force de tenir debout, que de monter un peu plus vite les marches. Ça se joue un petit peu là-dessus. Et l'un des moyens de gagner en masse musculaire, c'est justement d'appliquer de grosses charges mécaniques. Je pense que n'importe qui a fait une séance de force comme il se doit, le lendemain, on est courbaturé sur des muscles dont on n'a pas l'habitude. La courbature n'est pas forcément liée au gain musculaire, mais en tout cas, c'est l'un des indices qu'il y a eu une contrainte mécanique assez élevée pour créer des courbatures. Et qui dit contrainte mécanique dit adaptation. Je pense que tu l'as connu, ça, Nico. Oui, tout à fait. En fait, je suis perturbé parce que j'avais une petite anecdote qui me faisait rire tout seul dans ma tête. Maintenant, je suis obligé de la dire. Je pensais aux séances type force, endurance de force, où à la fin, tu marches un peu en cow-boy avec les deux cuisses qui se touchent, gorgées de sang, en mode hey, j'ai l'impression d'être un sprinter là. Il n'y a que sur ce genre de séance qu'on peut ressentir ça. En fait, tu fais une séance de VMA, ok, t'as mal aux jambes, t'es tout rouge et tu souffles, mais t'as pas cette sensation vraiment de dire là, je sens que mes petits cuisseaux ils sont congestionnés, comme quelqu'un qui ferait de la salle. En fait, ça c'est le truc de gens qui font de la muscu qu'on entend d'habitude. En course, on peut le ressentir et c'est là où on sent que ça se rapproche de la muscu d'une certaine manière. Alors après, il faut faire attention sur les parallèles. Ce que j'allais dire, tu regardes n'importe quel sprinter et tu comprends que aller très très vite, ça permet d'être très très musclé. Bon, évidemment, l'entraînement des sprinters à très très haut niveau est très complémenté par la pratique de renforcement musculaire. Faut pas croire que Usain Bolt il a fini avec des épaules comme ça juste en courant des sprints. Je pense qu'il a touché des trucs un peu lourds qui ont lui permis d'atteindre ce physique-là. Mais pour moi, et c'est là où je vais ne pas être d'accord avec Naïm qui dit est-ce que vous pensez pas qu'au niveau amateur, là on parle d'un gain marginal, si tu parles de raideur, etc., je peux discuter, ok, est-ce que c'est vraiment intéressant? D'un point de vue physiologique, non, parce que de toute façon, notre niveau de fitness n'est que lié à la quantité de stress qu'on applique à notre corps. Après, le stress est plus ou moins spécifique et ce qui va nous amener progressivement de plus en plus spécifique au fur et à mesure de la préparation. Donc d'un point de vue physiologique, non, pas du tout. D'un point de vue raideur, etc., je peux discuter parce que y a d'autres leviers qui vont nous permettre d'être économe, etc. Par contre, d'un point de vue gain de masse musculaire pour les gens qui ne font pas de force, alors tu me dis que tu fais de la préparation physique et à ce moment-là, là encore, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sprint ou est-ce qu'on fait de la préparation physique? Est-ce qu'on fait les deux? Mais d'un point de vue sanitaire, je le répète, le gain de masse musculaire est un énorme prédicateur de santé. Et de mon point de vue, quelqu'un en santé, en amateur, il active un levier beaucoup plus puissant en activant son levier santé qu'en rajoutant 10 km à son compteur. Plus il va être en santé, plus il va être performant. Parce qu'un bon amateur, c'est quelqu'un qui est en santé. Quand on s'intéresse au haut niveau, c'est une courbe en cloche. Et là, pour le coup, on fait des sacrifices de santé pour augmenter sa performance. Et justement, tous les gains marginaux vont être intéressants. Et c'est là où peut-être qu'il y a des choses qui vont demander 10 heures de plus d'entraînement et qui vont justement permettre de passer des caps ou le petit pourcent qui va faire la différence. Mais d'un point de vue amateur,
la santé prime sur tout le reste. Est-ce que ça t'a permis d'avoir des gros quadriceps, les sprints, Nicolas, ou tu as quand même complémenté un peu avec la préparation physique, c'était pas suffisant? Disons que ça ne peut qu'aider, mais je pense que dans tous les cas, quand on fait énormément d'endurance, faut pas espérer avoir un physique de sprinter. L'endurance va toujours compenser ce qu'on peut faire à côté, mais on a besoin des deux. Donc moi, je sais que sur un marathon, tu es bien placé pour le savoir. J'aimerais bien être un peu plus solide musculairement, et c'est pas juste en faisant de l'endurance qu'on y arrive. Ça serait intéressant de regarder, j'ai pas les données en tête parce que ce que je vous dis, je vous donne pas les études, mais c'est des choses que j'ai vues. Ce serait intéressant de voir le gain de force brute, parce que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de gains de masse musculaire, ça se trouve, l'essence de sprint augmente le niveau de force, ce qui serait encore plus intéressant d'un point de vue sanitaire, parce que parfois, tu peux prédire la longévité d'une personne à la force de sa poigne. Donc tu vois, en fait, parfois, tu as des choses aussi banales que justement être fort, c'est intéressant. Et plus on a de masse musculaire, plus on a de potentiel de force. Donc il y a un levier à agir là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure de coût énergétique. C'est intéressant aussi quand on parle de haute vitesse, parce que qui dit grande vitesse dit une grande amplitude, dit un grand risque de décoordination de mouvement. Et c'est pour ça que pendant très longtemps et encore jusqu'à aujourd'hui, on a très vite vu que la très haute vitesse est un excellent moyen d'améliorer son coût énergétique et d'améliorer sa technique de course. Souvent, on reçoit des messages de manière générale qui nous disent « Ah, moi, ma technique de course, quand je cours, ça ressemble à rien. Quand je regarde Eliud Kipchoge, c'est magnifique. Et moi, ça ressemble pas à ça. » Bah oui, mais Eliud Kipchoge, son marathon, il le court à 2,50 au kilomètre. Moi, quand je fais un jogging, je suis même pas à 5 minutes au kilomètre. Oui, forcément, on va pas avoir le même style, quoi. Donc, le fait de courir vite, le fait d'être capable de courir vite, en plus de tout le reste qu'on vient de développer, ça permet aussi d'améliorer son coût énergétique, ça permet aussi de travailler sa technique de course, parce qu'on se permet une amplitude de mouvement supérieure à son habitude, et on va obliger son cerveau à se coordonner entre ses muscles pour justement éviter ce qu'on pourrait appeler une coactivation musculaire, c'est-à-dire que tous les muscles se contractent lors d'un effort. Il va y avoir le muscle agoniste qu'on appelle, par exemple, t'amortis au sol, tu vas avoir ton mollet, ton quadriceps qui va se contracter. Mais sur le mouvement d'amorti au sol, tu vas aussi avoir ton ischio-jambier qui va se contracter pour stabiliser. Tu vas avoir ton tibia à l'intérieur qui va se contracter pour se stabiliser, etc. etc. Le problème, c'est que quand tu as deux muscles qui ont une fonction opposée qui se contractent en même temps, si ça ne se contracte pas dans les bonnes proportions, tu perds forcément un peu d'économie là-dessus, parce que tu as un muscle qui tire dans un sens, tu as l'autre muscle qui tire dans l'autre. Donc la haute vitesse, ça permet justement de jouer sur cette coordination intermusculaire, et intramusculaire d'ailleurs, et de gagner en efficacité. Puis au final, personne ne ressemblera jamais à Eliud Kipchoge. Si c'est votre but, désolé, je pense qu'on peut tout de suite vous dire que... Tu brises des rêves là ce soir, Nico. Ouais, il y en a qui vont mal dormir. Mais par contre... tous les avantages qu'on a cités jusque-là sur les séances de vitesse, d'avoir plus de force, plus de raideur, d'économie musculaire en général, en fait, c'est ça aussi qui va rendre d'une certaine manière vos photos ou vos vidéos plus belles à regarder, parce que c'est ça qui rend la foulée plus efficace, plus fluide, et qui va faire que sur la photo, vous n'allez pas être tout écrasé. En fait, bon, il y a le gainage aussi, parce que si vous n'avez pas d'abdos, vous allez quand même avoir le corps qui va partir un peu. Mais c'est un ensemble de choses où les séances de vitesse, le renfort, va faire que vous allez pouvoir vous le sentir. Quand on regarde les photos, on est un peu déçu des fois, mais dans tous les cas, on sent l'évolution au fur et à mesure. On se sent plus solide. J'aime bien dire solide sur l'appui. En fait, tu le sens quand tu cours, ça. Et il n'y a pas de secret. Je me sens plus solide sur l'appui aujourd'hui après 8-10 semaines de renfort 2 fois par semaine que si j'en avais pas fait. Bon, là, on parle de séances de vitesse aujourd'hui, mais... Vous avez compris le principe. On pourrait le joindre. Tu parles de gainage. Pour moi, typiquement, sur une séance de sprint, ou même beaucoup plus de sprint que d'endurance de force quand même, mes abdos, le lendemain, ils sont cata.
Tu vois, parce que justement, là où quand tu cours à 4 minutes au kilomètre, le petit déséquilibre que tu as sur la droite qui nécessite un peu, je sais pas moi, je sais même plus comment il s'appelle, ça fait très longtemps que je les ai pas appelés, c'est pas les grands dentelés, bref. J'ai oublié. Les obliques, ouais, c'est ça que je cherchais. À se contracter un tout petit peu, bah, quand tu cours à 2,30 au kilomètre, là tout de suite, c'est pas un petit déséquilibre contre lequel ils doivent contrevenir, mais c'est une énorme force. Pareil, quand on court, on joue aussi avec des forces de rotation, c'est pour ça qu'on sert de nos bras. Ça emmagasine de l'énergie en rotation pour pouvoir la restituer. Bah, quand on court à 6 minutes au kilomètre ou à 3 minutes au kilomètre, on emmagasine et on ne restitue pas la même quantité d'énergie. Et les forces de rotation, il y a énormément de gainage là-dedans. Pareil sur les déséquilibres latéraux ou d'avant en arrière. Donc, pour moi, le sprint, ça joue énormément là-dessus aussi. Je voulais répondre à Masklin qui dit: faut-il atteindre forcément l'échec musculaire pour que la séance de force soit réussie? Ça, c'est une très très bonne question. Tout à l'heure, on a dit comment savoir si une séance est bien réussie, c'est si tu veux pas prendre ta récup après les 30 secondes, c'est que tu n'as sûrement pas couru assez vite. C'est assez vague. Je vais te donner un autre critère de réalisation qui, pour le coup, est assez un peu plus précis. Moi, les séances de force et d'endurance de force, je les considère pratiquement comme une séance de musculation. C'est-à-dire, autant dans le nombre de séries que vous allez faire. Sur le campus, il me semble que ça commence à 4 séries, quelque chose comme ça, 3-4 séries, et ça finit sur les profils les plus... qui méritent le plus, pas qui méritent le plus d'ailleurs, mais on va dire qui méritent dans le sens où ils ont une longue expérience, un gros volume, etc. etc. Qui méritent de prendre cher, c'est ça que tu veux dire? Tout le monde mérite de prendre sa part, mais on va dire qu'eux au moins ils sont un peu plus résistants. On monte à 10, il me semble que c'est 10 le max. Peut-être 12, mais je sais que je suis revenu dessus, j'avais redescendu à 10. Bon bref, on verra. Je sais même plus ce que je vous ai mis. Parfois, je vois certains plans, je dis c'est vrai que j'ai été méchant. Tu vois, ça permet de répondre à... J'ai perdu qui posait la question, mais je crois qu'il y a Jean-Baptiste et il y avait quelqu'un d'autre qui disait combien de séries, combien de récup, tout ça. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas sur campus aujourd'hui et en fait, on ne peut pas vous répondre à cette question là comme ça parce que la réponse c'est ça dépend. Et Tristan va expliquer pourquoi aussi avec les inconvénients juste après, mais on peut pas dire toi fais 4 sprints et toi fais-en 8 parce que déjà en fonction du moment de la prépa ça va pas être la même réponse et en plus selon l'expérience d'où vient le coureur on va pas lui donner le même nombre de sprints parce que si vous en avez jamais fait on va pas vous dire allez pars sur 10 sprints et puis vas-y explose tout parce que oui tu vas tout exploser mais pas dans le bon sens du terme. Exactement. Du coup, tu as répondu pour l'aspect série, parfait. Et donc, critère de réussite, est-ce qu'on doit aller à l'échec musculaire? On sait qu'en musculation, plus on se rapproche de l'échec musculaire, plus tu vas avoir des gains de force, plus tu vas avoir des gains de masse musculaire. Donc, il y a un intérêt à se rapprocher de l'échec de manière ponctuelle ou de manière régulière. L'inconvénient, est-ce que j'ai envie de parler de l'inconvénient? C'est pas ça que je voulais dire. Oui, l'inconvénient en course à pied, c'est que t'as pas une barre avec des poids dessus, donc c'est très difficile de gérer la charge. Tu sais, en salle de musculation, au squat, tu fais 4 séries de 10 à 80 kg, tu sais que c'est 80 kg. En course à pied, c'est beaucoup plus difficile parce que t'as pas cette notion. Donc moi, ce que je fais, ce que je préconise, et d'ailleurs dans les articles sur ces séances-là, c'est ce que je vous ai dit. Vous prenez une distance. Imaginez, moi je me souviens sur l'essence, alors j'ai déménagé, mais en tout cas à l'époque, j'avais une côte et je partais toujours du même point, j'avais mon petit passage piéton et je savais que sur mes séances de 10 secondes, j'atteignais le portail rouge, je savais que sur mes séances de 30 secondes, j'atteignais telle partie de la côte et mon but c'était justement d'année en année d'agrandir cette distance-là, d'aller gagner 2, 3, 4, 5 mètres et sur une séance, de ne pas craquer. Si j'ai 10 séries à faire, il faut que la première et la 10e aillent à la même distance. Donc, on est un peu en sous-régime sur la première, on va dire, mais de la même manière que dans une salle, quand on a 5 séries à faire, en général, quand on utilise la même charge, on se rapproche de l'échec petit à petit au fur et à mesure des séries. Il y a des notions de dégressif, on pourrait dire c'est all out à chaque fois, ce qui en ressenti est le cas, mais c'est pour ça aussi qu'on prend beaucoup de repos. Les 3 minutes, elles sont là pour que, en fait, tu sois proche de l'échec à la première, et à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas 1 minute de récupération. C'est pour que l'intensité soit quasi maximale à chaque fois. Évidemment, il y a une perte. D'ailleurs, une perte de plus en plus grande à mesure qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer ce genre de séance. Mais donc oui, il y a pour moi un intérêt de se rapprocher de ce système d'échec dans le sens où si on n'est pas capable de maintenir l'allure, ou plutôt
sur la dernière série, il faut que on y soit quoi. Ouais. Ok, j'ai rempli le truc, mais C'est ça que j'allais dire. Du coup, tu réponds un peu à mon point, mais j'allais dire, moi, en général, et là, tu sais jamais si c'est psychologique ou 100% physique, parce que des fois, quand tu es sur la dernière série, le cerveau te joue des tours aussi, mais j'ai toujours cette impression un peu de m'écrouler. Ça tient le chrono, mais tu sens qu'en fait, tu as l'impression que les muscles vont pas te tenir beaucoup plus longtemps quand tu arrives à cette limite, et ça ressemble un peu à une sorte d'échec musculaire sans y aller. J'ai jamais eu je me suis jamais écroulé pendant, mais tu sens que si tu devais en faire une de plus, tu te dis, je pense pas qu'elle passerait en fait. Mais en fait, c'est 100% un échec musculaire. La seule différence, c'est que c'est comme si sur ton développé couché, quand tu arrives plus à décoller la barre, c'est comme si les poids ils devenaient de plus en plus légers jusqu'à ce que tu la décolles. Enfin, logistiquement, c'est pas possible en salle de sport. Alors qu'en course, c'est possible, juste tu cours moins vite. Il faut juste en apercevoir. Les petites questions de Herman, jamais de courbature. Sur les séances de force, pourtant je me donne à fond, comment savoir si je dois aller encore plus fort. Pour moi, la notion d'échec et de proche de l'échec est un critère de réalisation beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que les courbatures. Comme je l'ai dit, les courbatures, c'est le signe qu'il y a eu une contrainte mécanique, et s'il y a une contrainte mécanique, il va y avoir des adaptations. Mais il peut y avoir une contrainte mécanique sans avoir de courbature et pourtant avoir les adaptations. C'est juste que c'est un indice, mais c'est pas parce que tu courbatures pas que tu n'as pas eu cette contrainte. Donc t'inquiète pas là-dessus. Et juste regarde d'un point de vue échec, on pourrait dire. Il nous reste un dernier petit avantage pour finir. Celui-là, je peux te le donner parce que je pense qu'il est intéressant à souligner, même pour les amateurs. Oui, je le prends de quand. Excuse-moi, vas-y, je le prends. La variation sur l'année. C'était un lancement. Oui, oui. J'avais souligné sur le texte, je pense que tu n'as pas vu. La variation sur l'année, parce que nous, on préconise beaucoup les plans longs, les plans de 5-6 mois. Bientôt, vous pourrez même faire plus, mais je n'en dis pas plus. Mais il ne faut pas oublier que l'optimal, c'est pas forcément ce que vous allez apprendre dans les livres et c'est pas forcément ce qui paraît le plus précis d'un point de vue théorique. L'optimal, c'est ce que vous faites. Et pour certaines personnes, et je me souviens à l'époque où on a lancé Campus, aujourd'hui les séances sont un peu plus démocratisées et j'ai l'impression que l'ensemble des coureurs de manière générale connaissent un peu plus ces séances et les utilisent un peu plus. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose que les gens n'utilisaient pas il y a 4 ans et demi là, ou très peu. Ou alors c'était très confidentiel dans les clubs, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Sur Internet, beaucoup moins. Et l'un des premiers retours qu'on a eu, c'est « Ah, c'est marrant, ça change » et ça crée un attrait envers l'entraînement et donc les gens deviennent assidus et s'ils sont assidus sur le long terme, ils s'améliorent. Moi, je préfère des gens qui s'entraînent 6 mois de suite, qui font du sprint au début, qui ont leur volume qui va build up petit à petit, qui va se construire, qui va augmenter et qui va se spécifier petit à petit au fur et à mesure du plan, que des gens qui se disent « Ah moi de toute façon, j'arrive pas à adhérer à un plan plus de 3 mois, donc je fais que des plans de 12 semaines. » Ouais, mais peut-être parce que si on apporte un peu de variation sur l'année, si on apporte un peu de changement et qu'on garde beaucoup de bénéfices avec tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure au niveau avantage, on se rend compte que sprinter, ça a des avantages, c'est pas si peu spécifique qu'on pourrait le penser, et en plus de ça, on apporte une variété qui va pouvoir augmenter votre adhérence sur le long terme. Donc, d'un point de vue théorique, ça fait beaucoup d'avantages pour s'en priver si jamais ça fit votre planification. Et pour moi-même te faire un lancement cette fois-ci, c'est pas parce que la vitesse, c'est pas tout le temps et à toutes les sauces, c'est à des moments bien spécifiques de la prépa. On vous la donnera pas dans tous les cas dans le dernier cycle avant un marathon. C'est quand même, tout est réfléchi de ce côté-là aussi. Et je vois Arnaud qui parle, alors c'est pas ED2B, mais je me souviens que... EP2I EP2I, ouais, c'était ça, exactement. Il y a une mode à une époque où j'ai eu plein de fois cette question et voilà, j'ai jamais été creusé exactement. EP2I, en fait, c'est 10 fois 10 secondes à fond avec 3 minutes entre chaque. Est-ce que ça ressemblerait pas à une séance de vitesse ? Ça ressemble pas mal. Est-ce que ça serait pas zinzin ? Et à l'époque, tu avais justement, en fait, tu t'appuies sur toute la littérature scientifique liée
aux séances de vitesse et de force, d'endurance de force, où en fait tu vois des gains sur la VO2 max, etc. Mais le procédé qui est vraiment très frauduleux à l'époque, il disait regardez, avec 10 secondes, avec 10 sprints, votre VO2 max elle augmente de X, et si vous faites 3 fois 10 km dans la semaine, votre VO2 max elle augmente pas. C'est comme, c'est totalement débile, parce qu'en fait oui, forcément tu fais est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est débile? Sacrée étude, hein. Tu sais, t'as des pièces du puzzle. Enfin, moi, je crois qu'on avait fait un Campus Talk sur les limites justement des aspects scientifiques. Où justement, Oui. sinon c'est simple, tu sais, faites 20 séances de vitesse dans la semaine, et puis en fait vous foutez en l'air tout l'aspect méthodologique et tout l'aspect volume d'entraînement et tout ce qui fait qu'en fait le puzzle ne fonctionne que sur le long terme si vous imbriquez les pièces de façon logique. Alors il y a plusieurs logiques internes, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs c'est ce qu'on défend souvent, il n'y a pas de réalité absolue, il n'y a que des logiques internes différentes. Par contre, la logique interne de dire le sprint c'est mieux que tout le reste, et 30 minutes de séance ça vaut 4 heures d'endurance, c'est pas une logique interne, ça s'appelle un biais argumentaire, et c'est un truc d'escroc, pour être très simple. Est-ce qu'on a fait le tour des avantages? Je pense que oui. Parfait. Et on va pouvoir se coller aux inconvénients maintenant, parce que on n'a pas d'action dans les séances de force et d'endurance de force, hein, au contraire, on les promouvoit pour leurs avantages, mais on a très conscience de leurs limites. D'ailleurs, j'ai envie de dire, pour faire une petite transition rapide, la preuve, parce que dans mon plan, et je connais pas la suite du plan, donc peut-être qu'il va me dire non dans pas longtemps, mais je n'ai pas fait de cycle de vitesse pour l'instant. Eh oui, mon petit Nico. Eh oui. On dévoile les secrets. Ceux qui n'ont pas suivi, coach Tristan et coach de Nico, c'est bon, c'est autorisé, tu peux le dire maintenant. C'est vrai. Je crois que j'avais déjà fait fuiter l'information 2-3 fois auparavant, pour les gens qui auront les oreilles qui traînent le mieux. Sur ces séances-là, je pense que ça sera intéressant après, une fois qu'on les aura dit, de voir pourquoi est-ce que dans ton cas on n'en a pas fait. Deux inconvénients. Le fil de ce live. Non, mais tu fais bien, parce que ça va apporter un petit point pour l'après. On n'en aurait pas parlé, donc c'est un point positif. Il y a 2 aspects négatifs principaux, mais en fait en réalité il y en a qu'un. Le deuxième j'ai juste rajouté pour faire genre il y en avait 2, mais sinon il y a un seul gros inconvénient à ce genre de séance. Le premier, qui est le plus mineur, c'est l'aspect non spécifique de ce genre de séance, dans le sens où oui, faire des séances de sprint, ça va pas vous préparer pour un marathon. Si votre préparation marathon consiste à sprinter toutes les semaines, et qu'à un moment il n'y a pas des trucs un peu longs quelque part, je dis pas que vous n'allez pas performer. J'espère qu'il y aura quand même des sorties longues un petit peu à certains moments dans votre plan, mais c'est pas la manière la plus optimale de s'entraîner, on va dire, pour un marathon. Vous l'avez vu, c'est pas parce que c'est pas spécifique que ça a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas proche de la compétition, ça a pas sa place. Ça, pour moi, ça va à l'encontre de la règle de spécificité dont je parle régulièrement. C'est plus on s'approche de la course, plus on va essayer d'être spécifique. Voilà, donc c'est pas inutile pour un marathon, mais c'est pas le plus optimal proche de la course. Il y a une citation que j'aime bien de Nico Vandel qui dit je la déforme un petit peu pour fitter au sujet, mais en gros, si vous faites que sprinter pour préparer un marathon, vous n'êtes pas sûr d'être sur la ligne de départ. Si vous faites que de l'endurance pour préparer un marathon, il y a de grandes chances que vous soyez sur la ligne d'arrivée. Bon. Ça nous amène directement à notre deuxième point, qui est la limite principale, le risque de blessure. Là, pour le coup, je pense qu'on peut pas nier que qui dit grosse contrainte mécanique, qui dit grosse vitesse d'application de la force, dit forcément plus de risque de blessure que sur d'autres types de séances. Ça. Et pour le coup, vous ne le savez pas parce que ça fait très longtemps et Running Addict n'existait pas et je m'entraînais dans mon coin à cette époque, mais j'ai déjà eu des blessures musculaires sur des séances qui étaient quand je faisais du 800 ou du 1500 mètres, donc elles étaient un peu plus souvent, peut-être un niveau, je veux dire, peut-être que j'étais capable d'en mettre un peu plus aussi nerveusement, que j'allais chercher plus les limites de mon muscle, mais j'ai déjà eu des petites blessures et le petit claquage pendant la séance de sprint, il fait pas plaisir. Ouais.
Je vois des questions hyper intéressantes. Bon, ok, avant de parler de la blessure, on les traite rapidement parce que vous êtes trop pertinent. Les séances de force plus allure de course rouge, ça c'est vis-à-vis de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. À un moment, on a parlé de contraintes mécaniques, on a parlé de fatigue musculaire. En introduction, on a parlé de quand on court en côte. Sur ces séances-là, on préconise spécifiquement de les courir en côte si on en est capable pour justement apporter cet aspect fatigue musculaire et courir son allure de course pré-fatigué musculairement et pré-fatigué nerveusement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout ce qui va être gain de coordination et de toute manière grosse fréquence de mouvement, grosse quantité de force produite, ça va vous fatiguer nerveusement. Et donc, une fois que vous êtes bien fatigué physiquement, musculairement et nerveusement, vous commencez vos allures de course. Donc, c'est pour ça qu'elles sont là. Et deuxième petite question, mais pour un trail, ça peut être un peu spécifique au final. C'est pas un peu spécifique, c'est très spécifique. Et d'ailleurs, pour regarder les plans de Nico Dan en trail, lui, c'est simple, il met du sprint, alors de court jusqu'à assez long quand même, tout le long de la préparation. Pourquoi ? On a parlé tout à l'heure du parallèle entre renforcement musculaire et séance de vitesse. Quand tu vas la faire en côte, parce que lui, c'est que des séances en côte, et j'imagine que c'est pas le petit 7-8% que vous trouvez dans le village. Lui, je pense qu'il parle d'un petit 20, 30, 40% si possible. En fait, on avait Johan tout à l'heure, trailer de l'équipe, qui disait les coachs chez moi, c'est du 15-20% minimum. Sinon, voilà. Ça compte. Parfait, exactement. En fait, c'est juste que vous faites une séance de renforcement appliquée directement sur le terrain, avec la motricité spécifique, etc. Mais donc, ça a énormément d'avantages parce que tous les gains musculaires, tous les gains de force que vous allez avoir vont être directement au niveau des muscles spécifiques de la course en trail. Et donc là, il y a énormément d'intérêt là-dessus. C'est vraiment pas à négliger, Camille, sur ce point. C'était pour les questions. Inconvénients, donc risque de blessure. J'ai plusieurs choses à dire sur ce point-là. Alors, on va essayer d'être exhaustif. Premièrement, sur toutes les séances, quand on introduit un cycle de vitesse et d'endurance de force, sur à la fois les conseils du coach, à la fois les articles qui y sont dédiés, on met un point important, c'est être progressif. On insiste dessus parce que contrairement au sprint en vélo où on peut être débile dès le début de la saison, en course à pied, on n'a pas ce luxe-là, surtout si on a vraiment coupé avant. Donc cet aspect progressif au niveau de ces séances-là, ça va permettre quelque chose de prolonger un tout petit peu le moment où en fait vous allez faire que de l'endurance. Sur les plans, et de manière générale quand on planifie, il y a toujours, par exemple si vous mettez sur campus que vous reprenez depuis longtemps, il va y avoir une première phase avec de l'endurance progressivement, puis on va rajouter quelques petites séances de vitesse, parce que justement on considère que si vous êtes vraiment très progressif sur ces séances-là, en fait, c'est pas vraiment des séances intenses, les premières. Ça va le devenir au fur et à mesure, mais ça nous permet de prolonger un petit peu artificiellement, on va dire, cette période où pendant plusieurs semaines, vous allez faire que de l'endurance. Donc, quand on vous dit d'aller tranquille sur ces séances-là, on le pense. Il faut vraiment, sur les premières, aller tranquille. Combien de fois j'ai vu des coureurs faire un retour de séance en mode « Ah, trop bien. Par contre, j'étais à bloc, j'en pouvais plus. » J'étais en mode... Je crois que j'avais dit sur la première séance qu'il fallait être progressif et y aller tranquille. Pourquoi est-ce que tu me parles de séance à bloc et j'en pouvais plus, c'était trop bien. C'était trop bien, j'en pouvais plus, c'était génial. Non. T'as pas compris, là, c'est pas génial ce que t'es en train de me dire. T'es juste en train de me dire que t'as moins tes risques de blessure semaine 4 de la saison. 400%. Ça va pas être possible. Donc il y a déjà cet aspect progressif qui va permettre de rentrer progressivement sur le risque de blessure. Ensuite, si on le fait progressivement, c'est possible qu'on sente une petite douleur par-ci par-là sous la voûte plantaire au hasard Nico. Je sens qu'au niveau de l'ischio, j'ai une petite faiblesse. Je sens que si, je sens que ça. Est-ce que ça serait pas génial parce que ça vous permet de mettre le doigt hyper rapidement sur un de vos facteurs mécaniques limitants. Est-ce qu'en fait, au lieu de se dire j'ai mal, je ne fais pas, je me dis en fait c'est positif parce que ça permet de dévoiler assez tôt dans la préparation, puisque je vous l'ai dit, on le fait que sur les plans longs, très tôt dans la préparation, ça permet de voir qu'est-ce qui va être le plus limitant chez moi. J'ai un point faible au niveau des ischio-jambiers, au niveau de la chaîne postérieure de manière générale. Le tendon d'Achille, il est peut-être pas aussi performant que ce que je pensais. La voûte plantaire, pareil. Toutes ces choses-là, ça va permettre de le déceler. Et à ce moment-là, si vous avez ces douleurs, oui, ne faites pas les séances de renforcement. Ça, il me semble qu'il y a justement un passage dans les articles qui est ces séances de renforcement, ces séances de vitesse. Je fais déjà je divulgage la suite. Mais
à la place de ces séances-là, remplacez-les par des séances de renforcement pour justement jouer sur vos points faibles et pour pouvoir faire en sorte que vous ne soyez pas limité par eux à la fin de la préparation, quand il y aura le plus grand kilométrage, quand il y aura les plus grandes quantités de stress. Parce que certes, courir très très vite, ça crée un stress et on voit tout de suite ce qui va être limitant, mais courir très très longtemps, ça va aussi créer un stress. Et si vous êtes limité par un sprint, il y a de grandes chances que, par exemple, par votre tendon d'Achille, au hasard, il y a de grandes chances que plus tard dans la préparation, ce soit votre tendon d'Achille qui soit limité, qui vous limite quand vous allez être sur des séances de seuil, ou 30 ou 60, que vous allez faire des répétitions de 1000, de 2000, etc. Je prends mon exemple, parce que on est toujours le dadon de la farce. Après Kona, pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'avais 2 tendinites au tendon d'Achille. J'ai pas mal coupé quelques mois, j'ai repris. Je sentais une petite douleur. 2 sur 10, quelque chose comme ça. J'ai continué à buer, à construire un peu mon entraînement, à monter en charge progressivement. Je sentais que voilà, c'était peut-être 3 au début de la préparation et puis ça était descendu à 2. D'un point de vue rééducation, on peut dire, si vous êtes à 3 de douleur quand vous courez 5 km dans la semaine et si vous descendez à 2 de douleur en courant 80, en fait, même si la douleur est encore là, il y a quand même une progression. Le problème, c'est que pendant toute ma préparation, j'arrêtais pas de me dire impossible pour moi de faire un éducatif, sinon c'est sûr ça va me faire mal. Impossible pour moi de sprinter, sinon c'est sûr ça va faire mal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'écouter mes propres conseils, je me suis dit et si je sprintais pas et je faisais pas d'éducatif? Est-ce que ce serait pas juste le meilleur moyen de faire profil bas comme ça? Non, je vois pas le problème. Bon, je vous le donne en 1000. 6 mois plus tard, à 3 mois de la préparation, j'ai fait une course, il y a eu un événement qui a fait que j'ai stressé mon corps au-delà de ce qu'il était capable d'encaisser, et croyez-moi que sa capacité d'encaissement n'était pas très élevée, et au final, la douleur, elle est passée à 4 sur 10, et un problème que j'aurais pu traiter dès le départ en disant « Ok, aujourd'hui, je suis pas capable de sprinter », ça, c'est un drapeau rouge dès le départ, et pour moi, ça veut dire renforcement, et tant que je n'ai pas géré ce problème-là, c'est un signal qu'il ne faut pas passer à la suite. Donc, pour moi, en fait, le fait de, entre guillemets, de se blesser, l'aspect progressif fait que on a un warning avant d'être vraiment blessé, et pour moi un point extrêmement positif en fait dans cet inconvénient. Est-ce que tu partages un petit peu cet avis qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser? Totalement. Je pense que de découvrir nos points faibles, c'est presque le point le plus important en fait, si on veut vraiment travailler les bonnes choses. Et s'il y a bien un truc qui peut nous les donner assez facilement, c'est les séances de vitesse. Totalement. Je passe aussi sur 2 questions qui sont liées au passage pour ne pas les louper, mais une qui parlait de l'échauffement avant les séances de vitesse. Séance à gros risque de blessure veut dire faire encore plus attention à son échauffement. Donc en fait, en soi, il faut faire attention à son échauffement avant, quelle que soit la séance. C'est pas une question de vitesse ou pas, mais on va dire que si vous devez faire attention en particulier, faites-le vraiment de manière bien progressive. Coupez pas votre échauffement à 10 minutes parce qu'aujourd'hui vous n'aviez pas le temps, vous êtes en retard. Prenez bien le temps avant les séances de vitesse parce que forcément elles piquent un peu plus. Moi j'aime bien mettre quelques petites lignes droites très gentilles en fait, pas des sprints, juste pour lancer progressivement le corps. Et comme le disait tout à l'heure Tristan aussi, pas partir tambour battant sur la première, mais se laisser un petit peu une petite marge. Ça ne veut pas dire partir à VMA, mais ça veut dire pas mettre all out 100% dès la première et y aller crescendo dans la séance. Ouais, hyper bon conseil qu'il faut surtout pas négliger sur ce genre de séance. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais si on compare les séances de vitesse, parce que quand tu fais une séance de vitesse, si tu te fais un petit peu mal ou si tu sens que tu vas vers la blessure, tu peux pas vraiment te tromper. Tu sais que c'est ça la cause et tu sais que c'est ça qui va poser problème. Tu trouves pas que les gens ils sont beaucoup plus difficiles envers les sprints entre guillemets, pas difficiles mais beaucoup plus critiques qui ne pourraient l'être sur des foulées bondissantes par exemple ou sur certains éducatifs où je suis quasiment sûr que la contrainte mécanique appliquée sur des foulées bondissantes ou des éducatifs est aussi élevée ou alors pas très éloigné de ce qu'on pourrait retrouver sur un sprint. Et pourtant, tout le monde fait des éducs. Beaucoup de gens font des foulées bondissantes. Mais ça dérange personne apparemment. Totalement.
Et ça me permet de dire que, contrairement à ce que vous pouvez voir en ligne, parce que j'ai tourné ça il y a 5 ans, où je disais avant chaque séance, c'est éducatif, c'est comme ça, bah, en ce moment, je n'en fais plus. Parce que mon entraînement et la réponse de mon corps me montrent que j'ai suffisamment de contraintes mécaniques en ce moment et qu'essayer d'en ajouter un peu plus, ça serait peut-être pas la bonne idée. Alors même si les éducatifs, mon corps en a l'habitude, je sais que c'est une contrainte, je le sens en fait, je sens que ça travaille et j'ai décidé de ne pas les faire en ce moment. Donc ça répond à moitié à ta question, mais ça prouve que c'est une contrainte et je pense qu'elle peut être sous-estimée. Donc, si je devais refaire ma vidéo d'il y a quelques années, je mettrais plus d'emphase sur attention à intégrer ultra progressivement, pas obligé de le faire à toutes les séances. Bref, adapter un petit peu à son besoin, à ses sensations. Je vois le mot kiné aussi dans, dans le chat. À son kiné, posez la question si vous avez un kiné, est-ce qu'il vous conseille de le faire ou est-ce que pour vous, il va vous dire ah non, là, avec ce que tu as, je te conseille d'y aller doucement avec ça parce que tu risques de fracasser ton tendon d'Achille ou je sais pas. Enfin bref, chaque cas est individuel. C'est ça le problème, c'est quand on fait des vidéos aussi. Et même là, on peut pas répondre individuellement à tout le monde, mais idéalement, chaque prescription de ce côté-là devrait être adaptée à vos faiblesses, vos forces, ce que vous voulez travailler, ce que vous voulez voir. Bref, je m'égare un peu, mais je pense que vous avez le fond. On veut la nouvelle vidéo, on veut la mise à jour. En plus, il me semble que c'est l'une de tes vidéos, l'un de tes bangers, si j'ose dire. Donc là, il faut la mise à jour. C'est toujours ce qui est dur, c'est quand tu as un de tes trucs du passé qui marche du feu de Dieu et toi, tu es en mode j'aimerais bien pouvoir faire un petit update, là, comme dans un article où tu dis attends, je vais changer 2-3 petits trucs quand même parce que ça m'arrangerait de pouvoir l'adapter. Il y avait une question, alors je suis désolé, je n'ai pas retrouvé ton nom, mais tu sauras qui tu es, qui disait est-ce qu'il y a un âge où faire des séances de sprint, c'est un peu plus risqué? Est-ce que justement, quand on commence à vieillir, c'est pas justement un risque? Pour moi, il y a vraiment ce truc de se dire oui, carrément. Alors déjà, la capacité de sprint quand on est jeune et la capacité de sprint en général quand on commence à approcher quarantaine, cinquantaine, soixantaine, c'est plus la même vitesse. C'est-à-dire que peut-être que quand on est jeune et fringant, on va sprinter à 2,20, 2,30 au kill, alors que plus tard, on va plutôt être sur du 3,30 ou quelque chose comme ça. Donc on n'est plus sur les mêmes gammes de vitesse, mais ce que je pourrais conseiller à ces gens-là, en effet, il faut pas cacher que vous êtes plus à risque mécanique, mais c'est pour ça qu'en général, vous avez beaucoup, beaucoup moins de répétitions. Donc c'est là où on va plus être sur du 4, 5, peut-être 6 répétitions, parce que plus il va y en avoir, plus on augmente la quantité de stress, plus on augmente le risque de blessure. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va peut-être s'écarter plus de l'échec. C'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qu'on dit dans les articles, et peut-être ça vaudrait le coup de le rajouter, mais rester loin de l'échec, ça va justement mitiger un peu le risque de blessure en diminuant la quantité de contraintes mécaniques. Qui dit moins de contraintes mécaniques dit moins d'adaptation peut-être, mais dit quand même adaptation et dit toujours plus spécifique parce que vous allez continuer à vous entraîner. En revanche, là où pour moi, j'accepterais de faire cet échange-là, c'est si vous me dites « Ah bah oui, mais en parallèle, je fais du renforcement. » Et peut-être que justement, ces séances de sprint allégé, c'est le bon moment pour, à la fin de la séance ou le même jour, 4, 5, 6 heures après, enfin bref, peut-être un autre jour, ça serait peut-être encore même plus optimal, mais de faire du renforcement spécifique sur des choses sur lesquelles vous savez peut potentiellement vous blesser et se servir de ces séances-là un peu plus comme on pourrait dire des séances de pliométrie légère ou des séances de survitesse parce que imaginez vous allez faire une séance de VMA par exemple, vous allez courir à 4,30 au kill, peut-être que courir à 4,10, 4,15 sur ces genres de séances-là, ça peut être justement un bon aspect de se dire ok, je suis capable de survitesse, donc je ne devrais pas avoir trop de problèmes ensuite à avoir des vitesses inférieures. Par contre, renforcement à côté, et je pense que plus on avance, je pense Nico, quand tu avais, à toi de me dire, mais quand tu avais 15 ans et que tu courais, tu faisais n'importe quoi, tu faisais aucun footing, aujourd'hui tu refais ça. Non, je faisais les footings, mais j'y allais avec mon meilleur pote et le footing c'était une course dans le footing, donc pas moins vite qu'à fond. C'est ça. Mais il n'y avait pas de GPS à l'époque, donc on n'a pas de traces. On ne savait pas à quelle vitesse on courait. C'était, vas-y, va courir 40 minutes. Et puis, le coach, il ne pouvait pas savoir à quelle vitesse on devait courir de toute façon. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais justement, quelqu'un qui me disait « Oh, je me rappelle quand j'avais moins de la vingtaine,
Ça ne me venait même pas à l'esprit de m'échauffer. Maintenant que j'en ai 30, je sais que si je ne m'échauffe pas, la blessure est quasiment assurée. Je peux te dire que j'ai fait des séances où le goûter se mangeait dans le bus. Tu arrivais à la séance, tu courais, tu rattrapais le groupe parce que tu étais en retard. Et puis, au bout de 8 minutes, tu étais parti pour des 200 à VMA et ça marchait très bien. Hein, donc, mais il n'y a pas le même âge. Ouais, il y a Emmanuel et Francky qui nous disent, respectivement à 50 et à 48 ans, ça court quand même les sprints à 2,30. On a du très très haut niveau ici. Ah, c'est bien, Ça, c'est bien. Mais je pense que tu y as un peu répondu, Tristan, quand je lisais les messages, mais on parlait de santé au début, du fait que la force est un des critères importants de la santé et de la longévité. Au final, supprimer les séances de sprint, ça serait aller à l'encontre. Alors oui, encore une fois, aller à la salle et faire ça avec des charges contrôlées, ça marche aussi. Et en termes de santé, c'est très bien. Mais si vous ne faites pas ça et que vous supprimez aussi les sprints, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune composante de force. Et du coup, c'est soigner le mal par le mal. Enfin, c'est l'inverse. C'est ne pas soigner du tout, en fait. C'est mettre des œillères devant le futur problème et se dire, puisque c'est dur, j'arrête. Et du coup, le corps va devenir encore plus faible et à long terme, ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'on peut tirer le fil et dire si ces séances de sprint permettent de mettre des gens à la salle pour justement gagner en force musculaire, je crois on a un aspect positif sur la santé publique qui est non négligeable. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que à tel point c'est vrai. À chaque fois que je reprends ce passage-là, je sais plus c'est dans quel podcast, mais un médecin qui disait moi les personnes les plus âgées que j'ai et qui courent, en fait, j'arrête de leur faire des fractionnés en courant parce que justement le risque de blessure est plus grand, mais je leur fais faire des fractionnés sur elliptique. Comme ça permet de diminuer les contraintes mécaniques et ils font que leur footing dehors. Alors, sur le papier, super, parce que du coup, tu développes des super qualités cardiovasculaires. Tu es en plus sur une motricité qui est assez proche de la course à pied. C'est Jimmy Gressier qui disait qu'en Angleterre, quand il voyait les Anglais s'entraîner en course à pied, il y en a beaucoup qui rajoutaient l'elliptique pour justement rajouter du kilométrage, de l'heure d'entraînement en plus, sans les contraintes mécaniques. Alors, c'est super. Le problème, c'est que c'est comme si tu mettais un 400 chevaux dans une Twingo. T'as un châssis qui va pas tenir un seul virage. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, à chaque 10 km qu'il va courir en course, il va faire un super chrono, il pourra plus marcher pendant 4 mois. Il y a des chances qu'il y ait des dommages irréversibles parce qu'on n'aura fait aucune adaptation mécanique. On aura fermé les yeux parce que dès qu'il fait un fractionné dehors, au lieu de réinstaurer progressivement sur la charge, autant de faire peut-être coïncider les deux parce que c'est possible de se dire, ok, je suis quand même limité mécaniquement. Peut-être que je vais faire une partie de mon aspect cardiovasculaire, de mes séances intenses sur du l'elliptique, sur du vélo. J'entends. Mais totalement mettre de côté le fait de se dire il y a un problème mécanique, au lieu de le traiter, je ferme les yeux parce que la salle, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. Pour moi, il y a quand même un aspect, quand tu traites un problème, il faut le traiter de manière spécifique et de manière non spécifique. Ça, je le mets souvent en avant. Pour moi, la salle, c'est tu traites de manière non spécifique le problème que tu as en course à pied, mais c'est quand même important de le traiter de manière spécifiquement en appliquant de manière régulière de la contrainte en course à pied, parce que rien au final ne pourra le remplacer, parce que sinon c'est simple, je ferais des 600 reps en leg curl sur une machine, et je me dis non mais 600 reps c'est nickel parce qu'en fait c'est les mêmes filières énergétiques sur mes ischio-jambiers. Non, ça marche pas. Donc ouais, à chaque fois que je repense à cet extrait là, je me dis c'est bizarre comme raisonnement de se dire si ça me blesse, je ferme les yeux. Du coup, ça revient, je l'avais vu au tout début de ce live, mais c'était pas le moment de la poser. Je sais pas si Manu est encore là, mais il disait moi j'ai annulé toutes mes séances de force parce que je me blesse à chaque fois. Et du coup, je les remplace par du seuil. Oui, du coup, c'est ce que je disais. Je crois qu'on en a parlé au tout début, mais... ça y est, je deviens vieux, j'ai oublié 1 heure après. Désolé. Les remplacer par des séances de seuil, à la limite, pourquoi pas, c'est un moindre mal, mais est-ce que tu fais du renforcement à côté ? Si tu le fais, moi, ça me va. Et tu vois, je serais même prêt à dire, peut-être qu'un jour, le jour où tu peux être vachement pédagogique sur campus ou sur tes séances intenses, tu dis, ok, est-ce que si t'as mal, on va te mettre en fait un petit fartlek à la place, garde quand même
applique quand même des sprints avec la quantité minimale de quantité mécanique que tu peux appliquer sans te blesser. Fais-le quand même, conserve-le parce que c'est hyper important d'avoir cet aspect spécifique. Fais du renforcement à côté et peut-être qu'on te met un petit peu de fartlek, un petit peu de truc pour te garder intéressé. Mais à côté de ça, je veux ton renforcement. Donc, si c'est cet échange-là, ok. Si c'est juste pour faire du seuil, pour moi, il y a tout un aspect qui est caché. Et en plus, on joue sur l'aspect santé dont on a parlé tout à l'heure avec le gain de masse musculaire qui est entraîné par la haute charge mécanique. Et pour moi, ça peut que être vertueux de justement profiter de ça pour jouer là-dessus. Donc, en fait, au final, cet inconvénient qui est un gros inconvénient, et d'ailleurs, il y a plein de coachs qui, en réalité, se disent bah, on ne prend pas le risque parce que le risque est trop élevé, etc. Trop élevé, moi personnellement, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'il faut quand même appliquer tout ce discours de pédagogie qu'on essaye de donner à travers plein d'articles. Je crois que même il y a un article spécifique qui s'appelle « Quoi faire si on a une douleur quand on sprint ?» Ouais. Donc, on essaie d'apporter cette pédagogie. Lisez les articles, lisez-les. C'est quand même important parce qu'on essaie de passer justement cette pédagogie. Donc là, ce live est hyper important. Il intervient en début de saison. Vous allez sûrement lancer des plans longs très prochainement. Vous allez lancer des plans longs. T'as vu un peu le soft power que j'essaie de donner petit à petit là. C'était passé totalement inaperçu. Personne n'avait remarqué. Et voilà, essayer d'appliquer tous ces petits points. Pour moi, c'est intéressant. Voilà. Le seul point négatif peut être retourné en point positif si on voit les choses de la bonne manière. Eh ben écoute, Nico, j'ai dit à un moment que le live serait très court. Oui. Isabelle t'a fait remarquer que finalement, ça fait bien plus qu'1 heure qu'on a commencé. J'ai menti une fois de plus. Ah, vous pensez c'était un piège? Bah, je me surprends moi-même. Écoutez, j'avais 10 lignes sur un Word et bah, apparemment ça aura duré un peu plus longtemps, mais au moins on aura bien fait le tour. Je pense que là, pour le coup, on peut clôturer. On est à la fois capable de parler de vitesse pendant plus d'1 heure et que les gens restent parce qu'on est toujours 375 après 1h10. Donc ça vous a intéressé, ça nous fait plaisir parce que on a pu aller vraiment dans le détail du fonctionnement des plans campus, parce que c'est une des spécificités qu'il y a et que vous connaissez pas forcément en arrivant d'ailleurs. Donc là, maintenant, c'est en ligne pour ceux qui viendront dans le futur, qui nous regarderont dans le futur. J'espère que vous avez toutes les infos. Si jamais, vous pouvez venir nous voir dans le support, sur la communauté, évidemment, pour les petites questions spécifiques à votre cas. Il y aura du monde pour venir vous aider. Parfait. Et bah écoute, de toute façon, nous on se retrouve mois prochain. On n'a pas des petits messages promo là en fin de live à passer. Qu'est-ce qu'on a à dire? Non, en vrai, ça dure assez longtemps. On a pas mal d'activités quand même. Run in Lyon bientôt. Run in Lyon, c'est dans 3 semaines, 4 semaines. C'est le 22. Une semaine avant, on est à Reims. Enfin, il y aura Manon et une partie de l'équipe, Tristan aussi, je crois. Moi, je n'y serai pas, mais on a Run in Reims, Run in Lyon. On a des petites surprises à vous annoncer pour la fin d'année avec un petit événement aussi dont on vous reparlera. Et puis pour le reste, suivez-nous de toute manière sur les réseaux sociaux. On est assez actifs et vous manquerez rien si vous êtes là. Isabelle qui répond, vous inquiétez pas, on s'en doutait un petit peu que ça allait durer plus longtemps. Les gens commencent à avoir l'habitude. Allez. Bon, et bah écoute, mon petit Nico, c'était un super live. J'espère que ça aidera les gens. On dit au revoir à tout le monde. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur Instagram, sur les webinaires, sur Circle, sur tout ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, on est là pour vous. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire et on y répondra du mieux qu'on peut. Voilà. Écoutez, passez une bonne soirée. Bon entraînement à tous. Entraînez-vous bien. Entraîne-toi bien, Nico aussi. Et à la prochaine.